Alors que Donald Trump a pris les rênes des États-Unis il y a un mois, des sympathisants du président dans la ville de Greeley, pro-Trump, donnent leur avis sur sa façon de gouverner. Donnez-lui le temps. Je pense qu'il aura une bonne politique étrangère. Il soutient Israël, ce qui est très important. Notre dernier président ne l'a pas fait et a eu tort. C'est le premier à avoir fait ça différemment. Mais soyez patient. Donnez-lui du temps et il s'en sortira. Une des choses que j'ai apprécié qu'il fasse, même si bien sûr ce n'est pas appliqué à cause des tribunaux, c'est de bloquer nos frontières. Et pas forcément à cause des musulmans. Je pense que pendant cette campagne, il a promis que les gens devaient entrer ici légalement et devaient être contrôlés. People need to come here legally and they need to be vetted. I think maybe he just needs to listen more to his cabinet people. Je pense qu'il a peut-être besoin d'écouter un peu plus les gens de son cabinet. Il doit écouter les avis des autres et gouverner selon les bons canaux avant de signer ses décrets. Et alors peut-être qu'on n'aurait pas les réactions violentes qu'on a maintenant. And then maybe we wouldn't have the backlash that he's getting right now. Après la démission de son titulaire Michael Flynn en raison de ses liens avec la Russie, le président Donald Trump continuait ce dimanche de chercher désespérément son conseiller à la sécurité nationale, l'un des postes les plus stratégiques de la Maison-Blanche. La visite d'État annoncée de Donald Trump au Royaume-Uni continue de susciter la polémique. Cette fois-ci, c'est le président de la Chambre des communes qui est monté au créneau pour s'opposer fermement à un éventuel discours du président américain devant les députés britanniques. Pour ce dernier, un tel discours n'est pas un droit automatique, mais un honneur qui se mérite. Un honneur que Donald Trump a foulé aux pieds en interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des réfugiés et ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Et déjà, 163 députés britanniques ont signé une motion visant à empêcher tout discours de Donald Trump au Parlement. Par ailleurs, depuis l'annonce de cette visite controversée du président américain qui devrait avoir lieu cette année à l'invitation de la première ministre Theresa May, plus de 1,8 million de personnes ont signé une pétition en ligne réclamant son annulation pure et simple. François Fillon, dont la campagne présidentielle est perturbée par l'affaire Penelope Gate, a dévoilé mardi de nouvelles propositions en matière de santé. L'objectif est de rassurer un électorat que son projet initial, qualifié de radical, avait heurté. L'ex-premier ministre français a exposé un plan santé rebâti, enrichi et amélioré lors d'un grand oral organisé par la Mutualité française à Paris, auquel sont également conviés tous les candidats à la présidentielle. Le but visé est clair, ramener l'assurance maladie à l'équilibre d'ici à 2022 en faisant 20 milliards d'économies en 5 ans. Enfin, je vous le redis avec force, il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser, ni même de baisser son taux d'intervention. C'est en rendant plus lisible la couverture par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé qu'on rendra aussi plus juste les remboursements des soins pour les Français. Impossible de continuer avec un déficit quasi structurel de l'assurance maladie. Nous ferons 20 milliards d'économies sur 5 ans. Parmi les mesures qu'il propose, figure également la mise en place d'une agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé, un grand plan santé à l'école, la prise en charge à 100% des lunettes pour enfants dès 2017, une consultation de prévention longue et gratuite tous les 2 ans pour tous les Français, ou encore une augmentation des aides à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les retraités les plus modestes. En Inde, la police a arrêté les responsables d'un centre d'adoption soupçonné d'avoir vendu au moins 17 enfants à des couples étrangers, dont un Français, a-t-elle annoncé mardi. La police de l'État oriental de Bengale occidental, sur la foi d'un renseignement, a procédé ce week-end à l'arrestation de Kandanaka Komboti, directrice du centre Bibala Sishugriya, et sa numéro 2, Sulai Mondal.
Au cours de 2 à 3 dernières années, elles ont vendu au moins 17 enfants, a déclaré à la presse un policier sous couvert d'anonymat. Un couple de Français aurait payé 1,5 million de roupies, soit 22 000 € pour adopter un enfant, a-t-il dit. Les forces de l'ordre surveillaient cette organisation depuis le mois de juin, après que les services de protection de l'enfance avaient constaté des divergences dans leur registre. L'Inde compterait 30 millions d'orphelins, mais les règles d'adoption d'enfants par des étrangers sont extrêmement strictes. Les autorités nord-coréennes ont décidé du rapatriement du corps du demi-frère du dirigeant Kim Jong-un. Mais les autorités malaisiennes ont rejeté cette demande, soulignant que le corps devait rester à la morgue jusqu'à ce qu'un membre de la famille se présente à l'hôpital pour l'identifier formellement par une comparaison des ADN. Le ministre malaisien des Affaires étrangères Hanifa Aman avait rejeté lundi les accusations nord-coréennes fondées selon lui sur des fantasmes, des mensonges et des demi-vérités. Suggérer que l'enquête a des motivations politiques est profondément insultant pour la Malaisie, avait-il ajouté. La Corée du Sud a pointé du doigt son voisin du Nord, citant un ordre permanent du numéro 1 nord-coréen, Kim Jong-un, pour éliminer son demi-frère et une tentative d'assassinat manquée en 2012, après que Kim Jong-nam avait critiqué le régime le plus fermé au monde. Le Premier ministre malaisien Najib Razak était lui-même monté au créneau lundi pour soutenir les enquêteurs très professionnels. Kim Jong-nam, 45 ans, un temps pressenti pour être l'héritier du régime, était tombé en disgrâce après son arrestation en 2001 à l'aéroport de Tokyo avec un passeport falsifié de la République dominicaine. Il avait ensuite vécu en exil de fait avec sa famille à Macao, à Singapour ou en Chine. Kim Jong-nam avait écrit en 2012 à Kim Jong-un pour l'implorer de l'épargner, lui et sa famille, selon le renseignement sud-coréen. Les annonces de purges, d'exécutions et de disparitions, certaines confirmées, d'autres non, sont fréquentes depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un fin 2011. En Italie, les chauffeurs de taxi de Rome, en grève depuis 6 jours, ont profité d'une réunion du Parti démocrate en pleine crise interne pour faire entendre leur voix contre le gouvernement. Ils ont manifesté devant le siège du parti où des heurts ont éclaté avec la police. Je pense qu'il faut les délais appropriés aux circonstances que nous sommes en train de vivre, avec des citoyens qui nous demandent des réponses, des projets, des idées, et à nos électeurs et à ceux qui nous soutiennent, qui sont également un peu lassés de nous voir nous quereller en interne, pour des raisons qui sont, il est vrai, assez peu compréhensibles. Les manifestants ont également fait exploser de gros pétards devant le Parlement et le siège du gouvernement. Les taxis dénoncent la concurrence des VTC fournis par exemple par Uber, la plateforme américaine de réservation. Leur colère a éclaté après un décret du gouvernement qui gèle jusqu'à la fin de l'année cette situation en dépit d'un projet de loi visant à réglementer les VTC mais qui n'a toujours pas été adopté. Le gouvernement a choisi de se donner un délai de réflexion avant de légiférer définitivement. L'association italienne de consommateurs Federconsumatori a réclamé pour sa part un accord rapide après près d'une semaine de grève. Élection présidentielle en Équateur. Le feuilleton suit son cours. Le scrutin se jouera en avril lors d'un second tour risqué pour la gauche entre le socialiste Lénin Moreno et l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso. Le rendez-vous est donc pris pour le 2 avril 2017 sur annonce du président du Conseil national électoral, Juan Pablo Pozo. Ecuatorianas y ecuatorianos. Équatoriens, avec 99,5% des votes comptés par les comités électoraux provinciaux pour la présidence et vice-présidence de l'Équateur, je peux confirmer que le dimanche 2 avril 2017, le deuxième tour des élections aura lieu entre ces deux binômes, Lénin Moreno et Jorge Glass avec 39,3% et Guillermo Lasso, André Paz avec 28,1%. J'ai déclaré aux sections techniques du Comité électoral national de commencer à développer le planning des opérations pour le déroulement normal du deuxième tour des élections.
de los comicios de la segunda vuelta. Pour l'emporter au premier tour, Lénine Moreno devait atteindre 40% des voix avec 10 points d'avance sur Guillermo Lasso. Les deux rivaux se promettent l'échec au second tour, ce qui laisse présager d'une campagne tendue entre les deux modèles de société. Moreno représente la continuité d'un programme combinant importantes dépenses sociales avec impôts et dettes publiques élevées. Son adversaire, au contraire, propose de supprimer des taxes pour stimuler consommation, aussi bien production, et d'attirer les investissements étrangers. Il reste aussi à annoncer les résultats définitifs pour les 137 députés de l'Assemblée, les 5 représentants au Parlement andin et le référendum sur les paradis fiscaux organisé également dimanche. L'autopsie effectuée en Malaisie du corps du demi-frère du dirigeant de la Corée du Nord est illégale et immorale, a déclaré jeudi l'agence de presse officielle nord-coréenne. Il s'agit de la première réaction de la Corée du Nord à cette affaire après un silence de 10 jours. Kim Jong-nam a été assassiné le 13 février à l'aéroport international de Kuala Lumpur où il s'apprêtait à prendre un vol pour Macao. La Malaisie n'a pas remis le corps aux représentants nord-coréens à Kuala Lumpur sous le prétexte qu'une comparaison d'ADN avec une personne de la famille du défunt est nécessaire, a déclaré l'agence qui ne mentionne à aucun moment le nom de Kim Jong-nam. Cela prouve que la partie malaisienne va politiser le transfert du corps dans un mépris total du droit international et de la moralité, écrit l'agence. Elle répète l'exigence de Pyongyang d'une enquête conjointe et souligne que la Corée du Nord est prête à envoyer une délégation de juristes en Malaisie. Les enquêteurs malaisiens chargés d'élucider l'assassinat veulent interroger plusieurs Nord-Coréens, dont un second secrétaire de l'ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur et un employé de la compagnie aérienne nord-coréenne. Alors que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson rencontre ce jeudi à Mexico le président Enrique Peña Nieto pour tenter d'apaiser les relations bilatérales malmenées par le nouveau président américain Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères mexicain Luis Videgaray annonce que le gouvernement du Mexique n'acceptera pas les mesures agressives d'immigration prises unilatéralement par Washington. Le gouvernement du Mexique et le peuple mexicain n'ont pas à accepter les dispositions qu'un gouvernement voudrait imposer unilatéralement à un autre. Cela, nous ne l'accepterons pas parce que nous n'avons pas à le faire et parce que cela ne présente aucun intérêt pour le Mexique. Le gouvernement du Mexique et le peuple du Mexique n'hésiteront pas à aller auprès des organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, pour défendre, en accord avec le droit international, les droits de l'homme, les libertés fondamentales et le principe de procédure équitable en faveur des Mexicains à l'étranger. Donald Trump, qui avait qualifié les migrants mexicains de délinquants et de violeurs, a lancé le projet de construction d'un mur à la frontière promis durant sa campagne. Aux Philippines, la principale opposante à la sanglante guerre contre le trafic de drogue du président Rodrigo Duterte a été arrêtée ce vendredi dans le cadre d'une enquête visant, selon ses partisans, à la faire taire. Dans une déclaration à la presse peu avant sa reddition, la sénatrice Leila De Lima a balayé les accusations de trafic de drogue sous-tendant son arrestation. C'est un honneur pour moi d'être emprisonné pour les choses pour lesquelles je me bats. S'il vous plaît, priez pour moi. Comme je l'ai dit depuis le début, je suis innocente. Il n'y a aucune vérité dans les accusations selon lesquelles j'aurais bénéficié du trafic de drogue, que j'aurais reçu de l'argent et que j'aurais protégé des trafiquants emprisonnés. Leila De Lima, 57 ans, s'était réfugiée jeudi soir au Sénat après avoir échappé à la police qui avait tenté de l'arrêter à son domicile. Elle a dormi dans son bureau puis s'est rendue à des policiers armés revêtus de gilets pare-balles. Les poursuites avaient été lancées contre elle la semaine dernière au motif qu'elle aurait monté un réseau de trafiquants de drogue lorsqu'elle était ministre de la Justice sous la précédente administration de Benigno Aquino. Leila
de Lima a qualifié cette semaine Rodrigo Duterte de tueur en série psychopathe et appelé les Philippins à s'opposer à sa campagne contre les stupéfiants. Peu avant son arrestation, Amnesty a estimé que la sénatrice devrait être considérée comme une prisonnière d'opinion. À la présidence, on soutient au contraire que cette arrestation montre que même les puissants peuvent être traduits en justice.